Au sommaire du Mac Ciné cette semaine, les nouvelles chaudes de l'actualité du 7e art, un zoom sur un film où il n'est pas question d'être mort de rire mais mort tout court, au-delà, puis en avant-première, la rencontre à Paris avec l'équipe du Discours d'un roi, enfin les nouveautés DVD pour passer l'hiver au chaud. Après Vivien Leigh, Elizabeth Taylor et bien sûr Monica Bellucci, c'est au tour d'Angelina Jolie de sortir l'eyeliner et de jouer la prochaine Cléopâtre au cinéma. Après s'être vue refuser la réalisation par James Cameron, trop occupé à travailler sur les suites d'Avatar, le producteur Scott Rudin et les studios Sony Pictures tenteraient de séduire l'anglais Paul Greengrass. Celui qui a signé dernièrement Green Zone avec Matt Damon est réputé pour ses scènes d'action et ses intrigues politiques. Paul Greengrass devrait s'appuyer sur une biographie parue cet automne aux États-Unis, Cléopatra, A Life, écrit par Stacy Schiff. Le scénariste de Mystic River et de LA Confidential, Brian Helgeland, devrait se charger de l'adaptation sur grand écran de cet ouvrage. Et déjà une polémique autour du casting. Selon les récentes découvertes des égyptologues, Cléopâtre 7 aurait plutôt la peau noire. Et si après Angelina Jolie, la distribution s'orientait plutôt du côté d'Halle Berry ou Vanessa Williams. Et on passe à une équipe qui doit encore faire ses preuves. On n'y croyait pas, mais les dieux grecs du choc des titans sont de retour. Malgré la déception du premier volet, Sam Worthington re-signe pour une suite, Wrath of the Titans, en français La colère des titans. Edgar Ramirez pourrait prêter ses traits à Arès, le dieu de la guerre. L'acteur vénézuélien de la mini-série Carlos donnera aussi la réplique à Liam Neeson, alias Zeus. Exit James Franco et Javier Bardem, qui étaient prévus au départ au générique. À la réalisation, les studios Warner Bros et Legendary Pictures délogent le Frenchie Louis Leterrier pour y installer Jonathan Liebesman, le réalisateur fou du dernier massacre à la tronçonneuse. En tout cas, le rôle principal reste lucide. Sam Worthington promet pour sa part qu'il essaiera de mieux jouer dans cette suite. Et le casting du prochain Gary Marshall fait déjà mal aux yeux. Robert De Niro, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank ainsi qu'Ashton Kutcher seront réunis dans la comédie sentimentale New Year's Eve, une galerie de portraits new-yorkais un soir de réveillon de la Saint-Sylvestre. Le succès de Valentine's Day doit y être pour quelque chose. Pour jouer dans le film qu'on présente déjà comme sa suite, le tout Hollywood se bouscule à la porte de Gary Marshall, Zac Efron, Halle Berry, Reese Witherspoon ou encore Jake Gyllenhaal. Dernière sur la liste, Madame Jude Law. Comme les autres personnages, Sienna Miller devra tenter de sauver sa vie amoureuse à l'approche du Nouvel An. Et bonne année! Allez, je vais vous laisser maintenant, À vos agendas, le 19 octobre 2011, préparez-vous pour un combat de légende, mix improbable entre $1 Million Baby et Transformers. Real Steel nous emmène dans un futur proche, un temps où la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. Hugh Jackman a limé ses ongles de Wolverine et incarne Charlie Kenton, un ancien boxeur. Il a perdu toute chance de remporter le championnat depuis que les humains ont été remplacés sur le ring par des robots d'acier de 900 kg. The human body can only take so much. But the steel never stops. Manager minable de robots bas de gamme, Charlie doit accepter à contre-cœur de faire équipe avec son fils Max. Ils vont construire et entraîner un champion. Ensemble, ils ont une chance, une seule, de faire leur grand retour. Un blockbuster bien huilé qui risque de dynamiser sérieusement l'automne prochain. Cette semaine, le Mac Ciné vous emmène sur le tapis rouge du dernier film de Tom Hooper, une avant-première sur les Champs-Élysées pour découvrir l'histoire vraie et pourtant méconnue du roi George VI, père de l'actuelle reine Elisabeth. Il a beau être bien né, George VI a comme qui dirait quelques problèmes d'expression orale. La fonction de mon époux implique qu'il s'exprime en public. Il m'a été confié Roi et bègue, ce destin incroyable, superbement incarné par Colin Firth, se déroule dans les années 30, alors que la radio s'impose comme un média de masse et que l'Empire britannique doit être le rempart au nazisme. George VI va s'en remettre à Lionel Logue, sous les traits de Geoffrey Rush, un orthophoniste australien aux méthodes peu conventionnelles. Inspirez, Votre Altesse. C'est un jeu amusant, non? Certes. Quelle étrange peur t'étreint. Vous êtes bizarre.
Je prends ça comme un compliment. Le premier script que j'ai lu était en réalité une pièce de théâtre qui n'a jamais été montée. C'était le projet d'une petite troupe. Et dès que je l'ai eu entre les mains, j'ai su tout de suite, j'ai deviné que j'en ferais mon premier film. C'est une histoire étonnante que personne ne connaît. C'est un mélange d'émotion et d'humour peu commun. Et moi qui suis à moitié australien, à moitié britannique, travailler sur l'histoire d'un roi anglais sauvé par un Australien, c'est fascinant. Après avoir joué la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles, Helena Bonham Carter enfile donc un autre costume royal, celui de la Queen Elizabeth. Il n'aurait probablement pas réussi à faire tout ce qu'il a fait sans elle. Elle était à la fois très forte et dans le même temps très dévouée à lui. Je pense qu'elle l'a guidé dans sa vie, ça s'est vraiment passé comme ça. Pour la petite histoire, alors que le scénario était déjà écrit, l'équipe est tombée sur le journal intime du thérapeute, une découverte qui aurait pu sérieusement compromettre le script. On aurait pu lire le journal et se dire « Oh non, on a tout faux », mais en fait ça n'a fait que confirmer ce que l'on avait tourné. Ça a prouvé que ces deux hommes avaient un grand sens de l'humour. Vous ne pouvez pas vous asseoir là. Allez, debout. Pourquoi? C'est un siège. C'est le siège de Saint-Édouard, ça. On a même été gravé des noms. Écoutez-moi. Pourquoi perdrais-je mon temps à vous écouter? Parce que j'ai une voix. Oui, très juste. C'est une histoire touchante parce qu'il surmonte un handicap pour accomplir son destin de roi. Et surtout, vous pensez que c'est une voix fragile qu'on écoute, alors qu'à la même époque, les tribuns sont Hitler et Mussolini. Et c'est lui qui va être le garant de la démocratie et de la civilisation contre la barbarie. C'est une histoire qui est absolument bouleversante et tout à fait étonnante. Le discours du roi est nommé 7 fois aux Golden Globes, ce qui en fait l'un des films favoris pour les Oscars, sorti dans les salles le 2 février. Oubliez tout le reste. Adressez-vous à moi. Et le film de la semaine ne sort pas vraiment les cotillons. La vie après la mort, c'est le sujet d'Au-delà, le destin croisé de 3 personnages. Georges, Marie et Marcus sont guidés par le même besoin d'en savoir plus sur ce qui se passe après. Donnez vos mains. En fait, je n'exerce plus. À la production, un certain Steven Spielberg et derrière la caméra Clint Eastwood. L'ex-cowboy confie les rôles principaux à Matt Damon, Bryce Dallas Howard, mais aussi à 2 Français, Thierry Neuvik et Cécile de France. Je pense qu'il m'a choisi, quand on lui demande pourquoi il m'a choisi, il dit aussi c'est parce que quand je l'ai vu, j'ai pas vu une actrice, j'ai vu quelqu'un. Dans ces films, les personnages sont jamais des super-héros. C'est des vrais gens, de la vraie vie. Moi, je sais que j'ai ça, quoi. Le tournage a eu lieu à Londres, Paris, Chamonix, San Francisco et Maui. Pour éviter toute connotation culturelle, Clint Eastwood trimballe volontairement sa caméra dans les 4 coins du globe et veut renforcer le caractère archi-universel du thème de la mort. C'est important pour lui de dire que cette histoire, en tout cas ces 3 personnages, ça pourrait arriver à n'importe qui, à vous, à moi, demain, à tout moment. Première image, une vague géante ravage une petite station balnéaire du sud-est asiatique, un événement qui rappelle bien sûr le tsunami de 2004. Clint Eastwood et son équipe ont installé le plateau de tournage à Hawaï, dans des conditions a priori idylliques, bien loin d'une scène de catastrophe naturelle. Nous, quand on a tourné, on était à Hawaï, il faisait 35 degrés, il faisait beau, il n'y avait pas un pet de vent. Donc après, c'est des ventilos, puis c'est des effets spéciaux, après, c'est pas nous qui maîtrisons ça. Après Invictus en 2010, Matt Damon tourne à nouveau sous la direction de Clint Eastwood. Il campe un personnage profondément solitaire capable d'entrer en relation avec des personnes disparues. C'est une malédiction plutôt qu'un cadeau qui l'empêche d'entretenir des relations intimes avec qui que ce soit. Est-ce que je peux te poser une question? Tu m'en voudras beaucoup si ma réponse est non. Tu sais même pas ce que je vais te demander, alors. Oh si. Tu vas me demander si je peux te faire une séance. Le don de voyance, la vision de l'au-delà, un sujet auquel on associe forcément les charlatans, mais Clint Eastwood réussit habilement à nous emmener loin des clichés des médiums, on aurait presque envie d'y croire. Je pense que tant que je n'ai pas vécu personnellement une expérience avec un médium, ou je peux pas vraiment avoir d'opinion arrêtée en fait. Ouais, je crois qu'on peut sentir des choses, moi j'en ai senti moi-même, donc je ne peux pas... Si, moi je crois à ça. Clint Eastwood présente un film touchant, joué à la perfection. Malgré quelques longueurs et une rencontre des personnages tardives, le film a le mérite de mettre en lumière un sujet sensible au cinéma le 19 janvier. Vous avez fait l'expérience de la mort. Si ce dont tu as peur, c'est de te retrouver seul, rassure-toi, tu ne l'es pas.
commence avec une comédie écrite, produite et interprétée par Adam Sandler, Copains pour toujours. 5 potes d'enfance, perdus de vue depuis 30 ans, décident de passer le week-end du 4 juillet ensemble avec femmes et enfants. Cette escapade au vert va être l'occasion de reprendre leurs histoires là où elles en étaient et de se présenter leurs familles respectives. Hé Lenny, tu te souviens qu'on venait ici quand on était au lycée le soir après s'être torché? C'est quoi être torché? Torché, en gros, c'est comme ça qu'on se sent quand on a rêvé qu'on va manger une bonne glace. Oh, je veux être torché! Je veux être totalement torché. Je veux être torché tous les jours de ma vie. La touche Sandler est bien là avec une cascade de blagues potaches. Côté casting, il a distribué les rôles à ses vrais copains. On passe donc 1h42 avec la Dream Team du rire gras Made in America. Copains pour toujours, un film familial façon Big Daddy qui assume le flashback dans l'humour 90s. Arrête-le! Quand il apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, Walter, professeur de chimie, décide de mettre sa famille à l'abri du besoin en se lançant dans le trafic de drogue. Associé à un ancien élève, il monte son labo et sa petite entreprise. Diffusée sur Arte, la série Breaking Bad est enfin disponible en DVD, de quoi savourer les aventures de ce chimiste converti, version masculine de la série Weeds, qui au fil des épisodes et à l'approche de la mort va avoir de plus en plus de mal à distinguer le bien du mal. Il va certainement y avoir des choses que vous allez apprendre sur moi dans les prochains jours. Et je veux que vous sachiez que quelque que puissent être les apparences, vous seul étiez dans mon cœur. Celui qu'on connaissait surtout comme le père de Malcolm a été régulièrement nommé mais n'a jamais gagné aucune récompense. Avec Breaking Bad, Bryan Cranston a remporté 2 années de suite l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique. La série est appelée à devenir culte. La sortie cette semaine en DVD des 2 premières saisons devrait vite rendre addict. Au revoir. Enfin, on change totalement de registre avec Happy Few qui fait d'une expérience échangiste entre 2 couples une véritable et très sensuelle histoire d'amour. Un casting français d'exception composé de Marina Foïs, Élodie Boucher, Nicolas Duvauchel et Roche Dizem. Tu vas arrêter de penser à eux. Et de quoi ils peuvent bien parler? Écoute, ils se baisent, c'est tout. Les rôles féminins sont très marqués et c'est incontestablement la fraîcheur des relations qui se dégage de ce film. Côté bonus, la bande originale du film et des interviews de l'équipe à la Mostra de Venise où le film était sélectionné. Côté esthétique, en jouant la corde sensible des sentiments, Anthony Cordier est parfois amené aux scènes de nudité, toujours bien utilisées. Un vrai bon film français qui sort en DVD cette semaine. Voilà, le Maxiné c'est terminé, on se quitte avec un clin d'œil à notre écureuil préféré. Nous parlons bien sûr de Scrat de l'Âge de glace, acte 4.